Le vendredi 26 décembre, à Rabat, à l'instant précis où les projecteurs s'allument et où le bruit du stade se transforme en vibration sourde, le match Maroc-Mali cesse immédiatement d'être un simple rendez-vous de phase de groupe. Il devient un espace fermé, presque étanche, où chaque décision pèse plus lourd que le ballon lui-même. Ce n'est pas un choc spectaculaire, c'est un match de compression, un match où l'air circule mal, où chaque équipe avance avec la conscience aiguë que le moindre faux pas ne se verra pas immédiatement au tableau d'affichage, mais s'imprimera dans les corps et les esprits pour la suite du tournoi. Dans l'imaginaire collectif, le décor semble clair. Le Maroc est à domicile, le Maroc a gagné son premier match, le Maroc est favori. Le Mali a laissé filer une victoire, le Mali doute, le Mali subit encore les cicatrices d'un scénario déjà vu, déjà répété, déjà douloureux. Mais cette lecture est superficielle. Elle repose sur des résultats, pas sur des dynamiques. Sur des chiffres, pas sur des structures, sur des émotions visibles, pas sur des tensions souterraines. La réalité est plus dense, plus lente, plus silencieuse. Le Maroc avance avec une pression invisible, presque pernicieuse, celle qui n'explose pas mais qui serre progressivement la cage thoracique, celle qui ne fait pas trembler les jambes mais qui brouille la prise de décision. Être favori à domicile en Coupe d'Afrique des Nations n'est jamais un avantage brut. C'est un piège spatial, un terrain qui se rétrécit à mesure que le public attend, un couloir qui se referme dès que le match s'éternise sans but. Le Mali, lui, arrive dans une configuration paradoxale. Frustré mais allégé, touché mais pas brisé. Il a perdu quelque chose face à la Zambie, mais il a aussi appris. Il a vu ce qui se passe quand on laisse une porte entrouverte trop longtemps, quand on confond maîtrise et contrôle, quand on croit que le temps est un allié alors qu'il est souvent un adversaire. Et dans ce type de tournoi, les équipes qui ont déjà été punies deviennent parfois les plus dangereuses, parce qu'elles savent, parce qu'elles n'idéalisent plus. Ce match pose une question centrale, presque inquiétante, que personne n'ose formuler frontalement. Laquelle de ces deux équipes est réellement capable de jouer sans le ballon, sans perdre son identité, et avec le ballon sans perdre sa structure? Tout le reste découle de là. Les schémas, les noms, les changements, les discours, tout. Le Maroc a dominé les Comores, mais il ne les a pas étouffés. Il a contrôlé l'espace, mais il n'a pas asphyxié son adversaire. Il a attaqué, mais rarement avec des vagues coordonnées. Souvent avec des initiatives individuelles, parfois brillantes, mais rarement reliées par un fil tactique continu. Et c'est précisément là que se situe la zone de danger. Parce que le Mali n'est pas une équipe qui subit passivement. C'est une équipe qui accepte de souffrir si elle comprend pourquoi elle souffre. Dans la structure marocaine, la circulation du ballon est propre, mais parfois trop lisible. Le tempo est maîtrisé, mais rarement accéléré brutalement. Or, face à un bloc africain dense, discipliné, capable de coulisser et de fermer l'axe, la clé n'est pas seulement la possession, c'est le déséquilibre, la capacité à provoquer une réaction en chaîne, une course qui oblige un défenseur à sortir, une remise qui attire un deuxième, une projection qui fissure la ligne. Sans cela, le ballon tourne, il glisse, il rassure, mais il ne tranche pas. Et c'est là que la pression commence à changer de camp, lentement, presque imperceptiblement. Plus le Maroc garde le ballon sans marquer, plus le Mali respire, plus il s'installe dans son plan, plus il observe, plus il attend le moment précis où une perte de balle deviendra une brèche. Le Mali, dans son ADN profond, n'est pas une équipe de transition pure. Ce n'est pas une équipe qui se sent vivante uniquement en contre. C'est une équipe qui aime poser le pied sur le ballon, construire, respirer, mais elle est aujourd'hui dirigée par une logique qui la pousse parfois à renoncer à ce qu'elle est au nom d'un pragmatisme mal assumé. Et c'est là toute la tension de ce match. Car jouer contre nature pendant 90 minutes face à une équipe techniquement supérieure dans certaines zones est un pari extrêmement dangereux. La charnière malienne, souvent critiquée, n'est pas intrinsèquement faible. Elle est exposée par des pertes de balles mal situées, par des transitions mal préparées, par des distances trop grandes entre les lignes. Quand le Mali est compact, quand les lignes sont resserrées, quand le bloc défend en avançant, il devient extrêmement difficile à percer. Mais dès qu'il recule trop, dès qu'il subit sans respirer, il s'enferme lui-même dans un étau. Face au Maroc, cette gestion des distances sera capitale. Trop haut et la profondeur marocaine devient un poison. Trop bas et la pression s'accumule jusqu'à la faute. Le juste milieu est étroit, presque invisible, et il nécessite une lucidité collective rare. Dans ce type de match, le danger ne vient pas toujours de l'action la plus spectaculaire. Il vient souvent d'un détail mal géré, un duel perdu inutilement, une relance précipitée, une couverture oubliée et surtout d'un moment de flottement mental. Ces secondes où une équipe ne sait plus si elle doit avancer ou temporiser, si elle doit presser ou contenir.
c'est dans ces zones grises que se décident les matchs de CAN. Le public marocain, massif, bruyant, mais aussi exigeant, joue un rôle ambigu. Il pousse, il porte, mais il observe. Et parfois, quand le match n'avance pas dans le sens attendu, son silence devient plus lourd que ses chants. Ce silence, le Mali devra l'écouter, le sentir, l'utiliser. Parce qu'un stade qui se tait est souvent un stade qui doute. Sur le plan mental, le Maroc n'est pas encore totalement libéré. La victoire inaugurale a rassuré, mais elle n'a pas effacé les attentes. Elle a déplacé la pression, pas supprimé. Désormais, il faut confirmer. Et confirmer est toujours plus difficile que commencer. Confirmer, c'est accepter d'être jugé non plus sur l'effort, mais sur la maîtrise. Le Mali, lui, avance avec une autre énergie. Celle de l'équipe que l'on n'attend pas forcément, mais que l'on redoute. Celle qui sait qu'un nul peut être un bon résultat, mais qui comprend aussi que pour exister réellement dans ce groupe, il faudra envoyer un message. Pas nécessairement au tableau d'affichage, mais dans le contenu, dans l'attitude, dans la capacité à ne pas se dissoudre sous la pression. Ce match est un révélateur, pas un verdict. Il dira quelles équipes sont capables de s'adapter sans se renier. Il dira quels entraîneurs savent lire un match en cours, pas seulement le préparer. Il dira quels joueurs comprennent que la CAN est un tournoi de patience autant que de courage. Et quand l'arbitre donnera le coup d'envoi, ce ne sera pas le Maroc contre le Mali. Ce sera deux visions du contrôle, deux manières de survivre dans un espace qui se referme, deux façons de respirer quand l'air manque. Plus le match avance sans rupture nette, plus le cœur du jeu se déplace vers une zone que le grand public observe mal, mais que les joueurs ressentent immédiatement. Le milieu de terrain comme espace de suffocation. C'est là que ce Maroc-Mali peut réellement se décider, non pas par un geste spectaculaire, mais par une accumulation de micro-déséquilibres, de secondes gagnées ou perdues, de corps qui arrivent une fraction de temps trop tard. Le Maroc aime contrôler cette zone par la propreté technique, par la sécurité de la première passe, par le refus du chaos. Mais ce refus du chaos est parfois aussi un refus du risque. Et face à une équipe comme le Mali, cela peut devenir une limite. Parce que le Mali n'attend pas une erreur grossière. Il attend une hésitation, un contrôle orienté légèrement ouvert, une passe jouée à l'arrêt plutôt qu'en avançant. Et à ce moment précis, il mord. La bataille n'est pas seulement physique, elle est cognitive. Qui lit le jeu plus vite ? Qui comprend avant l'autre où va se fermer le couloir, où va s'ouvrir l'axe, où la densité va se déplacer? Dans ce type de match, le ballon devient presque secondaire. Ce sont les déplacements sans ballon qui dessinent le futur. Les appels qui n'aboutissent pas, mais qui déplacent une ligne. Les courses qui ne reçoivent jamais la passe, mais qui désorganisent une structure. Le Mali, s'il parvient à densifier cette zone sans s'écraser, peut transformer le match en une succession de duels mentaux, forcer le Maroc à réfléchir avant d'agir, forcer les porteurs de balles à lever la tête une fois de trop. Et chaque seconde supplémentaire est une victoire silencieuse. Le danger pour le Mali serait de confondre patience et passivité. Trop reculer, trop subir, trop accepter de défendre